entame une démarche de dialogue citoyen pour un peu renouer du lien entre le politique et les habitants. En quoi, selon vous, c'est une démarche innovante, ou en tout cas un peu novatrice? Alors oui, pour un conseil général, c'est à la fois un risque, mais aussi un pari sur une nouvelle manière d'entrer en relation avec les citoyens, c'est-à-dire de faire participer les citoyens à l'élaboration du processus de décision et à l'élaboration des politiques publiques. Or, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'un conseil général fasse ça. Le conseil général est souvent vu comme un guichet ou comme une instance relativement technique, bureaucratique. Alors, un des enjeux, je pense, très important de cette envie de faire participer, de la mise en place de cette nouvelle politique, c'est de faire en sorte que les usagers puissent finalement apporter leur contribution à la définition des politiques qui les concernent. Et il me semble que c'est un objectif démocratique majeur dans un contexte où aujourd'hui le lien entre les citoyens et les élus, entre les usagers et les administrations est en train de se fragiliser et de s'affaiblir. Et quand vous dites qu'il y a un risque, en quoi c'est un risque? C'est toujours un risque de faire de la participation. On ne sait jamais finalement ce qui va en sortir. Si on décide d'aborder cette démarche d'une manière rigoureuse, d'une manière loyale, on peut toujours voir surgir des conflits. Or, pour faire de la participation, il faut être en mesure d'accepter, d'accueillir le conflit et d'en faire une force pour la définition des politiques. Or, dans notre système politique et administratif, le conflit est toujours perçu comme une menace par les élus et par tous les acteurs de l'action publique. Alors comment concrètement on peut mettre en œuvre le dialogue citoyen dans des politiques publiques? En acceptant pour un temps de suspendre un petit peu l'idée selon laquelle seuls quelques élus détiennent l'intérêt général, détiennent l'expertise, et donc partant du principe qu'il faut un temps de dialogue, un temps de discussion, parfois conflictuel, avec la population, et partir aussi de l'idée qu'il y a des savoirs qui sont distribués dans toute la société, qu'il peut être utile de mettre en dialogue. C'est aussi prendre la peine de diversifier les modes de dialogue, de diversifier les supports pour la participation, et donc de ne pas en rester peut-être à des réunions un peu traditionnelles et imaginer trouver d'autres supports tels que l'utilisation d'Internet, du théâtre, de la vidéo, de tout un tas de choses qui peuvent aider à faire dialoguer. Est-ce qu'on peut mettre de la concertation, du dialogue dans toutes les politiques publiques? A priori, on peut imaginer que prendre le temps de partager avec la population le temps de diagnostic, le temps d'analyse, le temps de fabriquer des propositions pour améliorer les services publics, ça peut s'adapter, ça peut être sur toutes les politiques publiques, oui, tout à fait. Il n'y a pas de politique publique qui doit échapper à la discussion avec la population, au dialogue et à la confrontation démocratique. Vous ne semblez pas tout à fait partager la vie. Non, je pense qu'effectivement, pour que la participation ait un sens et une signification politique, il faut qu'elle ait un enjeu, qu'elle ait un objectif, qu'il y ait une décision à prendre ensemble. Donc faire participer pour faire participer, ça n'a pas véritablement de sens. Donc il faut que ceux qui invitent à la participation en attendent quelque chose et soient prêts finalement à intégrer ce qui va se dire au cours des discussions et dans la concertation, dans le processus de décision lui-même. Et en fait, ça n'est pas toujours le cas. Il y a des politiques qui effectivement fonctionnent, alors c'est peut-être dommage, mais fonctionnent d'elles-mêmes sans que finalement il y ait un sens véritable à faire de la participation. Donc je mettrai un bémol sur ce point. D'accord. C'est quoi au final l'intérêt de cette démarche et quelles sont les limites, s'il y en a? L'intérêt, c'est de pouvoir, ouvrir du dialogue, c'est de pouvoir profiter du savoir, des expertises de chacun. C'est de pouvoir faire évoluer les pratiques professionnelles, c'est de pouvoir faire en sorte d'essayer de résoudre la crise démocratique grave quand même qu'on rencontre dans notre pays. C'est faire en sorte d'avoir des politiques publiques plus informées, plus adaptées aux réalités locales. Les risques, c'est que l'on retombe toujours dans une injonction participative qui fait que on demande aux habitants de se comporter convenablement, de se mettre au niveau de l'intérêt général, mais on ne remet jamais en cause le fonctionnement institutionnel. Et donc là, on tombe dans
dans un redoublement des exclusions. On tombe aussi sur des processus où les personnes ne reviennent plus, où ce sont toujours les mêmes qui viennent participer, donc plutôt les classes moyennes, supérieures, les hommes diplômés, blancs, et on n'entend pas, les 3/4 de la population ne viennent pas s'exprimer. Donc il y a quand même un enjeu et un risque fort à ne pas reproduire nos modes de débat traditionnels qui sont quand même assez excluants. L'enjeu, c'est vraiment la question de la démocratie. Si on définit la démocratie comme l'égale capacité pour chaque citoyen d'influencer le processus de décision, il est clair qu'aujourd'hui, nos systèmes ne satisfont pas à ce principe. C'est-à-dire qu'on considère que la démocratie, c'est l'élection. Or, dans l'intervalle entre les élections, il importe que le citoyen puisse être entendu, puisse être consulté. Les risques de ce type de démarche, elles viennent de ce que c'est très compliqué. Même si on dispose de tous les outils aujourd'hui pour faire participer les citoyens, il faut vraiment impérativement que les élus et les techniciens changent de posture, acceptent de se mettre un petit peu en danger, de se mettre en risque. Et c'est très compliqué dans notre culture politique française. C'est ce que j'allais dire. Là, derrière la démocratie participative, il y a une demande de remise en cause des techniciens, certes, mais aussi beaucoup des élus. Ce qu'il faut vraiment rappeler de manière très claire, c'est que nous sommes dans un cadre de démocratie représentative où les élus ont le dernier mot. C'est absolument accepté assez largement. Il ne s'agit pas de substituer les citoyens aux élus, donc c'est très clair. Mais simplement faut-il que de temps en temps, les élus prennent en compte, ou en tout cas se justifient devant les citoyens des décisions qu'ils prennent. Donc qu'ils attachent une certaine forme d'importance à la participation. Or aujourd'hui, si la déception naît de la participation, c'est justement parce que ce retour sur investissement citoyen, d'un certain point de vue, n'existe pas. Et donc on produit du cynisme, on produit de la frustration, alors même qu'on est censé rétablir une certaine forme de confiance, ou en tout cas un dialogue beaucoup plus équilibré. Voilà, lorsqu'on amène à concertation ou à participation un projet qui est déjà complètement ou presque entièrement ficelé et qu'on appelle ça de la concertation, de la participation, ça produit encore plus de défiance vis-à-vis du politique. Donc la question des élus, c'est la question de quel type d'intérêt général on est en train de fabriquer. En France, on a plutôt une vision de l'intérêt général comme quelque chose, un intérêt général substantiel, donc qui descend comme ça sur les élus, qui savent a priori quoi faire pour définir l'intérêt général. On a d'autres pays nordiques dans lesquels l'intérêt général est beaucoup plus construit, donc il se voit comme quelque chose qui va aboutir après un processus de dialogue avec des parties prenantes les plus larges possibles. Donc ça, c'est un petit peu la révolution culturelle qu'on est en train, dont on est en train d'espérer qu'il va se réaliser. Demain, vous allez avoir un auditoire probablement captif. Quel message vous avez envie de leur faire passer? Les citoyens, qu'ils s'organisent, qu'ils se fassent entendre dans tous les endroits où ils peuvent le faire et qu'ils soient force de proposition, tout en essayant de maintenir et de construire aussi une forme de pouvoir dans des collectifs, dans des groupes. Et c'est très important qu'on n'ait pas sur la participation une vision uniquement institutionnelle, procédurale, descendante parfois, mais que les citoyens sachent qu'ils ont aussi un pouvoir d'action collective qui est très fort et un pouvoir d'interpellation aussi des services publics et des pouvoirs publics qui est très utile, très important en démocratie. Oui, les citoyens ont une part de responsabilité dans la réussite des démarches de participation. Il est clair qu'on ne peut pas faire de la démocratie avec des consommateurs de politique, avec des gens qui acceptent passivement ce qui leur arrive ou qui ne prennent pas la responsabilité de leurs demandes ou de leur expression. Et donc, moi, j'attends aussi que la démocratie repose sur des citoyens actifs. Et je pense qu'il n'y a que dans cet équilibre-là, entre la démocratie institutionnelle et ce qu'on appelle aussi quelquefois la contre-démocratie, que la démocratie existe réellement.